Bienvenue sur e-radio, bienvenue sur ITV, bienvenue sur le réseau de E-Media Invest. Merci d'être fidèle à votre émission L'Air du Temps qui reçoit aujourd'hui deux grandes dames, deux grandes intellectuelles sénégalaises et africaines qui sont avec nous, avec qui nous avons le plaisir de partager ce plateau aujourd'hui. Nous sommes avec Madame Kuyo, qui est la fondatrice et directrice artistique de Réou Material Company, ainsi que les directrices exécutives et commissaire en chef du musée d'art contemporain africain, Zayed Moka, en Afrique du Sud. Nous sommes aussi avec Sona Benga. Sona Benga, on ne la présente plus aux Sénégalais parce que c'est une dame écrivaine prolixe qui a écrit beaucoup d'ouvrages. Son dernier livre, c'est L'or de Ninki Nanka. Avant, elle avait sorti La Ballade de Sabador. Et ensuite, Bris d'ombre. Merci, mesdames, d'avoir accepté notre invitation. Vous le savez, cette semaine, il y a l'intellectuel Moustapha Kassé qui a sorti un texte pour interpeller les intellectuels africains et sénégalais. Nous avons le plaisir donc d'accueillir des intellectuels comme vous. Il disait, Moustapha Kassé, dans ce texte, qu'il a l'impression que vous, les intellectuels africains, vous avez décidé de ne pas assumer vos responsabilités en Afrique. On dit que c'est le temps de l'Afrique, mais ce sont les autres qui viennent faire le temps de l'Afrique. Sona Benga? Oh, vous savez, moi déjà, je pense que cette discussion autour du statut de l'intellectuel, qu'est-ce qu'un intellectuel, nous avons eu à nous le poser il y a très longtemps. Parce que souvent, les gens confondent l'intellectuel, le lettré, alors que quelque part l'intellectuel a une double casquette. Cette possibilité, quelle que soit sa langue d'apprentissage, de maîtriser les codes, mais de l'autre côté, que son action soit en phasage avec le discours qu'il tient. Aujourd'hui, on met dans le même sac intellectuel, lettré, alphabétisé, non alphabétisé, je suis désolée, et ça porte à confusion. Vous savez, Kocc Barma est un intellectuel en langue wolof. On trouvera des intellectuels dans d'autres langues, comme en langue française, comme en langue arabe ou autre, parce que ces gens-là ont décidé de jouer un rôle. La question, c'est qui est intellectuel au Sénégal, qui est intellectuel en Afrique, qui est intellectuel dans le monde. Si réellement on est intellectuel, la question ne se pose pas, parce que l'intellectuel sait exactement où il va, quelle est la position qu'il doit prendre au moment opportun, et il prendra la bonne décision quand il le faut. Quand un intellectuel fuit sa responsabilité, ça veut dire que quelque part, il y a un problème. Et comme j'ai l'habitude de le dire, le drame d'un peuple commence par le silence de ses intellectuels. Voilà, Koyo, c'est justement cette question qui traverse un peu le texte de Moustapha Kassé. Pour lui, partout à travers le monde, on dit que c'est le temps de l'Afrique. Mais on ne voit pas les Africains dans ce temps de l'Afrique. Ce sont les autres qui viennent occuper l'espace pour les Africains. Je ne suis pas d'accord du tout. Ça dépend de où on regarde. Mais d'abord, pour commencer, je pense qu'il faudrait qu'on définisse qui est un intellectuel. Sorna a proposé une version de la définition, mais on pourrait continuer à pouvoir définir en fait non seulement qui est un intellectuel et c'est quoi le rôle de l'intellectuel. Je pense que c'est important. Je suis d'accord avec Sorna sur l'amalgame, en tout cas chez nous, dans nos sociétés africaines, l'amalgame entre l'instruit et l'intellectuel, d'une part, et d'autre part, la confusion entre intelligence et intellectualité. Donc c'est vraiment important. Ça, c'est un. De deux, je pense vraiment que il n'est pas... Ça dépend de où on regarde. Quand on parle le temps de l'Afrique, il est toujours temps de l'Afrique. L'Afrique n'a jamais été hors du temps, ni hors du monde. Donc je n'adhère pas du tout à ce genre de mode ou de trend, comme on dit, tendance, soi-disant, à définir l'Afrique dans une temporalité si limitée et aussi si cyclique. Je pense que surtout nous, Africains, on devrait absolument refuter ce genre de limitation de la temporalité
de nos vies, de nos sociétés, de notre vécu, de notre pensée, de nos philosophies, et ainsi de suite. Et par la suite, c'est quoi le rôle de l'intellectuel? Moi, je pense que le rôle de l'intellectuel, c'est de réfléchir, d'analyser et de diffuser cette analyse. Et au-delà de ça, on a tendance à cadrer l'intellectuel ou à le camper dans un domaine précis, c'est-à-dire le domaine académique, universitaire, mais les intellectuels, ils sont partout. L'élite intellectuelle, elle peut être l'élite intellectuelle économique, scientifique, judiciaire, culturelle, naturellement artistique. L'élite intellectuelle des médias, tu en fais partie. Tu es un des meilleurs de ta génération. Donc je pense qu'il est vraiment important d'étoffer les mots et les concepts que nous véhiculons. Je vais continuer. On met toujours les intellectuels au pilori, comme si c'est aux intellectuels seuls de gérer la société, sachant que le politique a occupé toute l'arène. Regardez toutes ces unes. Il n'y a aucune une culturelle. Il n'y a aucune une scientifique. Mais justement, le débat... Donc je pense qu'il est vraiment nécessaire de revoir et de reconsidérer ce que nous appelons intellectuel et surtout ce qu'on comprend sous le terme d'intellectualité dans la société. Parce que vous avez posé tantôt le silence des intellectuels. Le débat qui s'est posé, c'est dans nos pays, il semble que ceux qui se disent intellectuels ont déserté le champ politique, l'ont laissé à ceux que certains écrivains en France appellent le pouvoir aux médiocres, qui gèrent nos pays et qu'eux, ils sont mis en retrait. Et que le peuple est laissé entre les politiciens et les intellectuels se sont mis en retrait de cette donne bien précise. Oh, vous savez, je vais reprendre un terme très, très important de Claude Lévi-Strauss. C'est quand il parlait des philosophes en robe de chambre. Au Sénégal, nous avons énormément de gens qui se déclarent intellectuels ou pseudo-intellectuels. Ce sont des intellectuels, entre guillemets, en robe de chambre. C'est facile de rester dans sa chambre et de décider de l'avenir du monde. Ce n'est pas le rôle d'un intellectuel. Moi, je pense que, quelque part, et on l'a souligné tout à l'heure, d'abord, au niveau de l'acception des mots, il y a un problème. Déjà, la perception qu'on a. Deuxièmement, nous sommes dans un pays, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand nous sommes dans un pays, toutes les forces vives de ce pays doivent intervenir dans la marche de ce pays. Il ne doit pas y avoir des gens qui sont exclus parce que tout simplement, ils pensent autrement. Nous avons tous notre pierre à jeter dans ce grand pays qui est le Sénégal, notre brique à apporter à l'édifice. Et c'est en fait ce rôle dialectique, comme je peux l'appeler, la confrontation entre le oui et le non, qui donne la richesse au discours, la richesse à l'action. Le problème, c'est que vous dites que les intellectuels, les pseudo-intellectuels ont déserté. Je pense que les vrais intellectuels sont restés. Peut-être qu'ils sont occultés parce qu'on ne les entend pas. On entend quelque chose d'autre, une autre musique, parce que c'est cette musique qui, quelque part, peut-être, aide certaines personnes à se sentir beaucoup mieux. Mais oui, parce que le Sénégal était connu comme étant un pays de débat, où quand il y a des questions de société qui traversaient le pays, il y avait des discussions, des échanges qui étaient audibles. Mais aujourd'hui, on n'entend plus rien. Non, parce que tout simplement, les gens assumaient. Assumer ce qu'ils... Non, je veux dire, les gens assumaient. C'est-à-dire, aujourd'hui, au Sénégal, les gens ne parlent plus. Quand vous avez une opinion contraire... Ou bien on ne les entend plus. Non, ce n'est pas qu'on les entend plus. Je pense que tout est dirigé d'un côté ou de l'autre au gré des intérêts. Mais les gens continuent à dire non. Ceux qui disent oui continuent à dire oui. C'est ça que je veux dire. Ce qui peut être intéressant, c'est de présenter les deux points de vue. Aujourd'hui, comme l'a dit Koyo tout à l'heure, vous voyez cette une.
le Sénégal n'est pas seulement politique. Le Sénégal est culturel, il est économique, il est tout ce qu'elle a dit. Mais on le montre où? La presse qui doit être le principal vecteur, la vitrine de l'action au Sénégal. Est-ce que la presse montre cela? Est-ce que quand on regarde les télévisions sénégalaises ou la presse écrite, les radios, on entend tout ce qui va de l'avant au Sénégal? On a tendance à tout noircir. Je l'ai dit dans un roman, les journalistes aiment les mots guerriers. Tout ce qui est guerrier, on le met en avant. On parle de guerre, on parle de dispute. Même quand c'est un truc très simple, on utilise des mots catastrophiques, comme si ce Sénégal-là, c'est le Sénégal des catastrophes. Nous avons fait le tour du monde, nous sommes allés partout. Je pense qu'il y a des choses que peut-être quelque part on devrait mettre en exergue, qui peut-être donneraient aux gens la force de parler. Parce que le silence est là. Mais ce silence est dû au fait que moi, j'ai une opinion qui est contraire à celle d'Alassane. Ça peut être une opinion quelle qu'elle soit, mais je n'ai pas le droit de l'exprimer parce que j'ai peur. Koyo, partagez cette idée? Mais d'abord, je ne suis pas d'accord que les intellectuels sont silencieux. Je pense que ça dépend de... Oui, ils ne sont pas audibles, c'est ça? Voilà. Non, ça dépend de où on écoute. Oui. Quand je regarde le travail de la pensée et artistique et culturelle que font une jeune génération de, comme moi j'aime à les appeler, de réfléchisseurs et de réfléchisseuses, il y a, je donne juste un exemple, Felwine Sarr a établi depuis 2-3 ans les ateliers de la pensée qui sont un succès incroyable, panafricain, et qui sortent des voies importantes dans la lecture et dans les propositions de nos sociétés. Je ne sais pas pourquoi on dit que les intellectuels en Afrique sont silencieux. Nous avons en ce moment vraiment une large brochette de penseurs et de penseuses qui sont les plus brillants au monde. Si on sort du Sénégal, il y a Achille Mbembe, il y a plusieurs personnes. Donc, et ce sont, il y a Souleymane Bachir Diaye, Mamadou Diop, si on veut rester au Sénégal. Donc, dans la situation où ceux qui dirigent le pays, oui. On ne retrouve pas là-bas les intellectuels. Mais c'est parce que ceux qui dirigent le pays sont des politiques qui font de la politique politicienne et qui n'écoutent pas les intellectuels parce qu'eux-mêmes ne sont pas de vrais intellectuels. C'est ça la réalité. Est-ce que pourtant les intellectuels doivent rester en marge de la politique, laisser la politique, comme certains disent, aux médias? Mais le rôle de l'intellectuel, parce que je pense que c'est pas un métier. C'est une activité sociale et cérébrale. Mais qui peut être au service d'un pays. Bien sûr que ça peut être au service d'un pays. Il faudrait que la politique ou les politiques du pays aient une sensibilité à reconnaître que l'action de réflexion et d'analyse est importante dans le cours, dans la marche du pays. Il faudrait qu'il y ait ça. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que, justement, ça change, que cette prise de conscience ait lieu? Ça, il faut poser la question aux politiciens. Parce que je pense que les penseurs et les penseuses font leur travail. Et le travail est là, il est posé, les portes sont ouvertes. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut faire appel à ces gens si on le veut. Et souvent, même de temps en temps, ça arrive qu'on fasse appel à ces personnes qui ont la capacité et le plaisir et de penser nos sociétés, mais on ne les écoute pas parce qu'effectivement, quand on a un discours contraire, nos politiques sont habitués à des gens qui leur disent ce qu'ils veulent entendre. Et dès qu'on a un discours contraire, lorsqu'on a un discours critique, ça ne leur plaît pas. Mais qu'est-ce qu'il faut pour changer cette donne? Oh, vous savez, moi, souvent je dis, c'est vrai que peut-être j'échange beaucoup, je parle, je discute beaucoup, en général, je parle de mes idées, mais je pense que quelque part, nous devons apprendre à dire non. Le refus, pour moi, est une forme de liberté. Oh. Vous savez, quand on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. Au Sénégal, on est content quand quelqu'un vous dit oui, alors que quelque part, il ne le pense pas. Nous devons dire non, nous devons dire non. La manière de dire non aussi change.
Nous avons nos propres approches. Je dis non dans mon comportement de tous les jours, dans mes actions de tous les jours. Je refuse que je sois enfermée quelque part, parce que pour moi, aujourd'hui, il est venu le temps de l'action. Malheureusement, on l'a dit tout à l'heure, dès qu'on parle d'action, les gens ne pensent pas à l'action citoyenne, ils pensent plus à l'action politique. L'action citoyenne est là, plusieurs manières aussi d'intervenir existent. Je pense qu'il faut laisser ces intellectuels, qu'ils soient, quelle que soit leur langue, le véhicule qu'ils utilisent, que ces intellectuels parlent, que les travaux qu'ils font soient publiés. Vous savez, on parle beaucoup de choses qui se passent au Sénégal. Vous pensez que les gens n'ont pas trouvé de solution depuis longtemps? Leurs textes sont en train il y a plein de poussière dessus. Les archives, vous les retrouvez là-bas. Le Sénégalais a réfléchi sur tout. Sur tout. Même d'autres pays viennent ici pour prendre la quintessence de cette pensée et l'appliquer dans leur pays. Alors pourquoi nous avons si honte de cela? Je pense que, comme l'a dit Koyo, surtout pour la jeunesse, on a une jeunesse qui est en train dans tous les secteurs, qui s'exprime. Mais on entend où? C'est toujours une jeunesse assistée, une jeunesse, comme je dis, vous voyez un jeune de 18 ans, 17 ans qui a l'impression, qui a l'air d'avoir 70 ans parce qu'il ne respire pas. Nous devons respirer. J'aimerais ajouter à ça que le rôle des penseurs et des penseuses est de penser, est de réfléchir, est d'analyser, d'interpréter. C'est déjà une action. On a souvent tendance à dire que oui, aimer l'action. L'action de penser est une action. Il faut qu'on sache le reconnaître. C'est pas parce qu'on a cette capacité de réfléchir et d'analyser et d'interpréter qu'il faut aller se mettre au coin de la rue avec une pancarte ou qu'il faut aller... On a déjà fait son travail en réfléchissant, en pensant et en traduisant ce qu'on réfléchit. Naturellement, maintenant, si on peut on peut continuer cette action avec d'autres choses, mais je tiens à vraiment noter que il n'est pas question de réduire la pensée de l'intellectuel à quelque chose qui n'est pas une action. Penser, c'est une action. Autre chose, je pense que ce que nous avons tous, plus ou moins, abandonné, pas abandonné, mais nous baissons les bras devant l'occupation générale, je dirais même, c'est même pas l'occupation générale, c'est le kidnapping général de l'arène sociale ou de l'arène publique par la politique et les politiciens. Et c'est extrêmement dangereux dans la construction de la société parce qu'une société ne se construit pas dans un domaine seulement. C'est la concordance de tous les domaines culturels, économiques, scientifiques, j'en passe, qui forment l'avenir, le présent, l'avenir d'une société. Mais nous, dans nos sociétés africaines, depuis les indépendances, et c'est pas récent, le politique a kidnappé, pour moi c'est un kidnapping de l'arène publique. Et ça, c'est un vrai problème. Et vous, l'élite médiatique, vous participez à ça. Parce que vous n'avez aucune manière de contrecarrer ça. Et au contraire, vous alimentez ça tous les jours. Justement, dans cet espace bien précis qui a été kidnappé par des politiciens, pourquoi aujourd'hui, dans nos pays, où on parle de plus en plus de l'enlisement de la pauvreté, et surtout dû à la corruption, un rapport vient d'être produit par Transparency, qui estime que nos pays africains, dont le Sénégal, sont toujours dans le rouge. Est-ce que dans ce magma, les intellectuels peuvent réfléchir? Oh, moi, vous savez, je ne base pas mes opinions. En fait, je ne pose pas mes opinions par rapport à des rapports. Vous savez, un pays ne fonctionne pas sur des rapports. Seulement quand un rapport sort,
Là, on dit oui, il y a la corruption, il y a ça, mais tout le monde sait que Mais la il y a le corruption... constat, il y a le Non, constat non, de non, tous les mais jours. là, tout le monde sait que la corruption existe. Nous sommes tous des Sénégalais, nous vivons au quotidien, nous voyons ce que c'est. Nous voyons le niveau qu'a atteint la corruption. Je pense que nous devons apprendre ce qu'on appelle une gestion prospective, anticiper les choses. Se dire que tous les pays, nous sommes d'abord des humains, ce qui fait qu'il y a un certain nombre de choses qui se passent forcément, parce que c'est lié à la nature humaine. Nous devons anticiper sur les politiques. C'est important, c'est là où intervient le rôle de l'intellectuel. Anticiper. Parce que sans anticipation, nous ne pouvons rien faire. Et malheureusement, dans nos pays, ce secteur qui est très développé dans d'autres pays ne l'est pas ici. Parce que dès que quelqu'un pense, on dit, oh, on essaie de le sous-estimer ou de le faire sous-estimer. Alors que, comme le dit Koyo, la pensée est un travail très, très difficile, très, très dur. Ce n'est pas facile. Moi, je regarde en tant qu'écrivain, c'est difficile de le faire. Mais pourquoi donc, dans certains pays, la perception de la corruption est moins prégnante que dans nos pays? Oh, vous savez, moi je pense que, est-ce que la corruption n'existe pas partout? La corruption, c'est quoi? C'est quelque part, il y a toujours un corrupteur et un corrompu. Peut-être dans nos pays, nous trouverons plus de corrompus, mais dans d'autres pays, ce sont les corrupteurs qui sont là-bas. Donc je veux dire, tout dépend de cela. Mais pour moi, mettre l'accent sur des sujets tout simplement parce que des rapports existent. Il y a eu d'autres rapports avant qui ont épinglé le Sénégal sur la corruption ou sur d'autres sujets. Qu'est-ce qui s'est passé? On en a parlé. Après, c'est devenu quoi? Les tiroirs se sont refermés. Est-ce qu'il y a eu une solution quelconque à ça? Non, il n'y a pas eu de solution. Moi, je pense qu'il faut qu'on travaille, que ces solutions soient là, qu'on puisse vraiment, au bout, si aujourd'hui, on dit il y a tel problème au Sénégal, qu'au bout de 10 ans, peut-être que ce problème, même s'il n'est pas totalement supprimé, au moins qu'il soit beaucoup moins important. Mais moi, je trouve que c'est toujours des redites, depuis très longtemps maintenant. C'est toujours les mêmes sujets qui reviennent. Et jamais la solution n'est là. Qu'est-ce qu'on a fait pour lutter contre la corruption au Sénégal? Qu'est-ce qu'on a fait? Sur cette corruption endémique en Afrique et dans nos pays? C'est un sujet très, très compliqué, très, très difficile. Et je pense que je vais le prendre à contre-pied. C'est-à-dire, plus notre niveau de vie va s'élever, moins il y aura. Il s'agit vraiment d'avoir un projet de société. Vous la liez avec la pauvreté, la corruption? Absolument. D'avoir un projet de société et un projet d'avenir qui a une capacité à enrôler toutes les disciplines ou tous les départements, si je peux utiliser le terme dans ce cadre-là, de la vie sociale, économique, ainsi de suite, parce que sans pour autant vouloir légitimer les méthodes corruptives qui existent dans notre pays, il faut reconnaître que c'est très difficile pour beaucoup de gens de fonctionner. Je ne vais pas aller dans les détails, nous savons tous ce dont on parle. Et il est également de nos gouvernants, donc des politiques, parce qu'ils ont dit qu'ils peuvent gouverner, de travailler à mettre en place les systèmes qui sécurisent les gens, que ce soit sécurisation au niveau de l'emploi, sécurisation au niveau de l'éducation, sécurisation au niveau médical, sécurisation au niveau de la gestion financière commune. Donc c'est vraiment tout un ensemble qui est important à mettre en place. Sécurisation au niveau, mais les domaines les plus corrompus de nos sociétés sont quand même des domaines clés. On parle de la police, on parle des douanes, on parle, pardon ?
La justice. On parle de la justice. Donc, ce sont des domaines vraiment clés qui sont des domaines qui, surtout de la justice et des douanes, qui sont des domaines qui devraient nous protéger. Et c'est là où le problème, le bas blesse le plus. Donc, je pense que c'est lié vraiment au niveau de vie et à la qualité de vie qu'on construit. Et vraiment, moi, c'est l'élite politique qui est en faillite en Afrique. C'est pas seulement au Sénégal. L'élite politique est en faillite sur tout le continent. Et c'est ça le vrai drame. Justement, votre dernier livre, Lors de Ninkidanka, parle de la place de l'argent dans la société. De plus en plus, on parle de corruption, mais nos sociétés semblent avoir délaissé beaucoup de valeur pour l'argent. L'argent pour l'argent. Est-ce que ce n'est pas difficile, justement, avec ces valeurs perdues, de combattre la corruption? Je pense que si je l'analyse à mon niveau, pour moi, je ne pense pas personnellement être victime de la corruption. C'est-à-dire, parce que peut-être c'est lié à mon parcours, à beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire que les secteurs que nous traversons ne sont pas des secteurs qui sont victimes de cela. Bien sûr. Mais c'est une histoire de beaucoup de choses qui entrent en jeu. Il y a des gens qui vous expliqueront qu'ils sont corrompus parce que tout simplement, ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. D'autres n'ont même pas besoin, ne sont pas dans cette position parce qu'ils ont de quoi vivre, manger. Pourtant, ils sont encore beaucoup plus corrompus. C'est-à-dire que le montant de la corruption change. Je me rappelle, il y avait une personne qui m'avait dit, et ça m'a marqué, il m'a dit, tout le monde a un prix. Ça dépend. Il y a des gens qui sont achetés par l'argent, d'autres par la dignité, d'autres par le courage, d'autres par autre chose. Mais toutes les personnes peuvent être achetées. Ça dépend du montant. Il y a des gens, vous leur amenez 10 000 francs, ils vous diront non. Mais si vous amenez 1 milliard sur la table, ils vont montrer qu'ils sont corrompus. Donc, comme on le dit, c'est difficile, c'est une histoire de principe. Il y a des gens qui n'acceptent pas d'être corrompus. Il y a des gens qui sont corrompus parce que tout le monde l'est. Alors, on joue le jeu social. Je me rappelle un jour, je suis arrivée quelque part où il y a un policier qui se baisse et qui dit à mon chauffeur, je compte sur toi pour ma dépense de ce soir, pour ma deuxième femme. Alors quand il s'est retourné, il m'a vu, la façon dont je l'ai regardé, il a dû, je ne sais pas, il y avait quelque chose en lui qui s'est réveillé. Il m'a dit, je taquine tout simplement. Je veux dire, toutes ces pratiques existent parce qu'on les encourage. Il n'y a pas de sanctions, il n'y a rien. On encourage à la corruption. On est dans un pays où vous travaillez quelque part, vous allez quelque part. Si vous donnez, même pour un extrait de naissance, vous donnez. On vous donne votre papier, alors que tout le monde sait le prix, combien ça doit coûter, mais on joue le jeu. Vous arrivez devant un bureau, vous dites, est-ce que vous pouvez m'aider à avoir tel papier, alors qu'il vous aurait suffi d'entrer et de demander les renseignements. C'est une pratique qui est là, qui est bien ancrée, Et je pense que par moment, peut-être, comme dans certains pays qui avaient atteint un seuil terrible, mais il y a eu des solutions qui ont été trouvées par la politique, par d'autres voies et moyens, par la justice, par la police, une police plus forte, une gendarmerie plus forte, les forces et tout. Parce qu'à un moment, on a décidé que ça change. Cette volonté doit exister. Tant que cette volonté n'existera pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, on parlera d'un fait, 10 ans après, il n'y aura jamais de solution. Et on en reparlera jusqu'à quand? Jusqu'à la fin des temps? Et l'argent qui prend aujourd'hui de plus en plus de place dans la société, dans les valeurs africaines, où avant il y avait la solidarité, où avant il y avait des liens qui étaient basés sur des rapports humains. Mais aujourd'hui, le constat qui a été fait qu'aujourd'hui, même dans la famille, si vous n'êtes pas assez riche, vous n'avez pas assez d'argent, vous êtes moins considéré. Je vais revenir un peu à ce que Sorna disait par rapport à ça. Je pense qu'il est important de reconnaître que
On parle beaucoup du service public et de la fonction publique, par exemple, même du secteur privé, de reconnaître que quand on n'a pas un vrai projet de société, un projet qui enrôle, et je me répète, tout le monde, avec des visions, il est très difficile d'enrôler des gens dans des missions, c'est-à-dire missions au service de ce projet. On n'a pas, je ne vois dans aucun pays africain, du moins de l'Afrique de l'Ouest, un vrai projet de société reconnaissable derrière lequel toute une population, tout un peuple est engagé et dans lequel sont articulés les différents éléments et les différents secteurs de développement et de réflexion et ainsi de suite. Donc je pense que quand on n'est pas en mission pour sa société, quand on n'est pas en mission pour son pays, pour son continent, on est complètement livré à toutes les opportunités possibles et imaginables, positives et négatives, parce qu'effectivement, on n'a pas un vrai projet. Ça, je pense que c'est fondamental. Pour répondre à ta question, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Il est important, et c'est lié à ce projet de société, notre niveau de vie. Quelqu'un qui ne gagne pas assez, quelqu'un déjà, on commence même pas par quelqu'un qui ne gagne pas assez parce que ça sous-tend que quelqu'un a un travail et qu'il a un salaire. Donc, allons encore plus loin. Une personne qui naît dans une famille qui ne peut pas lui donner le minimum, commençons même par l'affection, l'amour, qui te donne la force de grandir et d'être solide. Par la suite, qui n'a pas la possibilité d'avoir une éducation de qualité, ou dans une société où est articulée plusieurs idées de construction de la société. Mais comment veux-tu que cet enfant adulte, plus tard, soit responsable? Il va faire ce qu'il peut ou elle va faire ce qu'il peut. Mais est-ce que c'est la conséquence de la crise de la famille ou de l'éducation? Mais ce n'est pas une seule chose, c'est ce que je m'efforce à vouloir dire. On ne peut pas dire, par exemple, les intellectuels ont déserté l'arène publique. Ce n'est pas vrai. On ne peut pas dire que c'est la crise de la famille seulement. C'est vrai sans être vrai, parce que c'est une concordance de choses qui ont des effets de cause à effet, des résultats de cause à effet. Je ne sais pas, moi je ne suis pas très francophone. Donc je pense vraiment que c'est ce manque de projet commun. On n'a pas de projet commun. Je ne veux pas citer d'exemples parce que ce sont de mauvais exemples sur le continent, mais on n'a pas de projet commun. Il est important d'avoir un projet commun. Il est important de libérer l'action civique, l'action publique des mains des politiciens. Par rapport à ce kidnapping, à tel point que, imagine-toi, Alassane, que un universitaire, la grande majorité des universitaires dans nos pays considèrent que l'ascension sociale, la progression de la carrière passe par la politique. C'est quelque chose que j'ai jamais compris. Comment un recteur d'université, qui en tant que recteur d'université tient tout un monde dans les bras, a la possibilité de former des milliers et des milliers de cerveaux, mais préfère devenir ministre. Donc il faut... Ça n'est pas dû à la représentation sociale que les gens ont de la réussite dans notre pays. Mais qui font que même les intellectuels eux-mêmes pensent qu'il faut des ministres pour avoir réussi.
Soxna Bella. Mais on est arrivé à un niveau dans ce pays, parce que moi, souvent, la question que je me pose, c'est pourquoi les Sénégalais, tous les Sénégalais, sans exception, peut-être quelques exceptions rares, rêvent de partir. C'est la question que nous devons nous poser. Dans les années 60, 70, non, 70, dans les années 60-70, les naissances aux États-Unis, nos pères rêvaient de revenir au Sénégal, de travailler, de faire des résultats, d'être au service de leur pays. Qu'est-ce qui est mort en nous, au point que le Sénégal est dégringolé à ce point? On a vécu, parce que aussi c'est trop facile de toujours mettre sur le dos des autres les raisons de ce dont on est responsable. On est tous responsables parce que nous n'avons pas été vigilants. Nous avons laissé, comme je le dis, le graoul. Ça a tué ce pays. Quand les choses ont commencé à partir en lambeaux dans les années 80, moi je me rappelle mon père, il est mort en 82. Il me disait, Sokhna, dans ce pays, il y a quelque chose qui est en train de naître. Et si on y prend garde, il tuera ce pays de l'intérieur. Je lui dis quoi? Il me dit le règne de la médiocrité. Nous allons encourager les médiocres. Et les médiocres n'ont qu'un seul objectif, c'est d'éteindre la lumière. La lumière, il entendait par la lumière la sagesse humaine. Très bien. Nous avons échoué, reconnaissons-le. Nous avons échoué. Une fois qu'on aura accepté cet échec-là sur tous les plans, on pourra aller de l'avant. Parce que vous savez, c'est facile de dire, c'est l'autre toujours qui est responsable. Au Sénégal, personne n'est responsable. Le père n'est pas responsable, la mère n'est pas responsable, l'enseignant n'est pas responsable, le médecin n'est pas responsable, tout le monde, personne n'est responsable. On ne s'assume pas, on n'assume pas ce que nous avons fait. Mais le problème, c'est que le constat que vous avez fait, on le fait tous les jours, c'est tous les plans. Mais on ne fait rien. Qu'est-ce qu'on fait pour changer les choses? Mais on ne fait rien. Justement, pourquoi on ne fait rien? Je l'avais dit au départ, nous sommes tous des philosophes, des sociologues, des entraîneurs de foot en robe de chambre. Un pays ne se construit pas en restant là à ergoter. Qu'est-ce qu'il faut Un faire? pays se construit par la réflexion, une réflexion agissante, une solidarité agissante, une citoyenneté agissante. Nous n'avons pas le droit, à l'heure où le Sénégal est. Le Sénégal a été une référence pendant des années. Moi, j'ai été dans des domaines où, quand j'arrive quelque part, je dis je suis sénégalaise. Je reconnais pourquoi je suis fière d'être sénégalaise ou africaine dans une version beaucoup plus grande. Mais plus maintenant. Hein? Aujourd'hui, non. Je veux dire, le problème, c'est qu'on a démissionné, reconnaissons-le. C'est facile de tout coller sur certaines... Je veux dire, en disant oui, c'est toujours l'autre. Je n'ai pas éduqué mon enfant fait telle ou telle chose. Mais en langue wolof, on le dit, si tu éduques ton enfant, c'est l'enfant de tous. Ouais. Si tu ne l'éduques pas, c'est l'enfant de sa mère. Absolument. Donc je pense que nous devons à un moment, et ça je le dis et je le répète, nous arrêter, nous regarder en face. Et s'il est besoin qu'on se dise les vérités en face, on se le dit, mais dans le seul but de pouvoir rebondir et redémarrer. C'est justement ça le gros problème. Le diagnostic a été fait, tout le monde sait que ça ne va pas, on en parle de tous les jours, on expose des problèmes, mais que faire pour changer? L'éducation, la culture, la sanction par moment. Je pense qu'il nous faut un leadership politique éclairé. Il nous manque un leadership politique éclairé. Et je pense que c'est souvent là aussi que arrive l'amalgame. Est-ce qu'on pourra avoir ce leadership éclairé si les intellectuels, encore une fois, qui sont éclairés, qui peuvent faire de la politique, refusent de la faire? Restent dans la périphérie. Mais j'arrive à ça. C'est là où, quand je dis qu'il nous manque un leadership politique éclairé, c'est là où on fait souvent l'amalgame, à savoir que l'intellectuel qui a effectivement cet éclairage doit forcément faire de la politique. C'est possible, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas. Puisque le constat a été fait que ceux qui font de la politique, la plupart d'entre eux n'ont pas ce leadership.
qu'il faut. Où aller le chercher, ce leadership? Je pense qu'il y a des forces vives dans toutes les sociétés. Nous avons quand même eu Y'en a marre, même si... Oui, non, laisse-moi terminer. Et je pense qu'il y a plusieurs manières aussi de penser et de gérer la société. Les urnes, la méthode électorale comme on la connaît aujourd'hui n'a pas toujours été la meilleure ou la seule manière de gérer nos sociétés. Nos sociétés traditionnelles panafricaines, négro-africaines je veux dire, ont toujours eu des formes de gestion de la cité très progressistes. Donc, il est question aussi de retourner vraiment dans nos pans, dans nos tréfonds, dans notre histoire, dans nos constructions, parce que avec la colonisation, on a tout gobé, on a tout pris sans vraiment critiquer quoi que ce soit. Donc il n'est pas... Donc ça, je ne veux pas dire que les élections, la démocratie n'ont pas de valeur, au contraire, très bien. Mais je veux dire que ce n'est pas la seule manière de penser et de gérer une société. Mais on a une manière très monoculturelle, si tu veux, de réfléchir la société. Et c'est là où je pense qu'il y a une vraie myopie politique par rapport à ce qui est possible. Il faut avoir la capacité et donner la possibilité de réfléchir à ça. L'autre chose que je veux dire, nos politiciens, ils ne font pas de la politique pour gérer la société. Ils font de la politique pour avoir accès aux ressources et pour s'en servir et pour faire semblant de gérer la société. Au fond, ils s'en servent pour eux-mêmes et pour leur entourage. Tout le monde le sait. Et pourtant, à chaque élection... Eux-mêmes, avant qu'ils n'y soient, c'est ce qu'ils disaient des autres. Ils y arrivent, ils font la même chose. Et pourtant, à chaque élection, les populations les réalisent. Exact. Mais parce que, on revient à ce que tu disais tout à l'heure, les populaires, qui est-ce qui les élise? Les gens qui, très souvent, n'ont aucune connaissance de la marche démocratique, politique et économique, et qui, avec très peu, peuvent effectivement te donner une voix. J'ai vraiment confiance en la force de l'action sociale et l'action publique. J'ai confiance en la marche du temps et j'ai confiance au point nommé. Chaque société, chaque environnement, chaque famille, chaque personne a des moments de chute ou des moments clés où les choses basculent. Ça va arriver parce qu'il faut vraiment une force collective pour y arriver. Et on dit en anglais le tipping point, le moment de basculement, très probablement n'est pas encore ou arrive à différents moments. Donc, je pense... Est-ce que ce moment de basculement peut arriver dans une société où l'éducation n'est plus considérée, qu'elle soit formelle ou informelle, où les enfants ne sont plus éduqués pratiquement par les parents, où c'est la rue qui gère la société aujourd'hui? Oh, vous savez, moi, je crois profondément en la nature humaine. Je pense que l'homme... L'homme a une possibilité extraordinaire de prendre la revanche sur le passé, sur tout. Sans éducation? Non, mais vous savez, nous avons des exemples de sociétés où tout allait très mal. Quelque part, la lumière a jailli. Et là où on ne l'attendait pas. Vous savez, au Sénégal, tout le monde a conscience que quelque chose ne va pas. C'est clair. Tout le monde en a conscience. Mais comme l'a dit Koyo, il y a un moment où la marmite ne peut plus continuer à bouillir le couvercle fermé. Il faut que ça sorte. La manière dont elle va sortir, c'est cette manière qui diffère selon les sociétés.
il y a des moments où on est soit entre deux possibilités. Survivre ou mourir. Oui, mais seulement ce pays a Non, connu, non, ce pays a connu non. comme des moments. Non, je ne dis pas que... Non, vous savez, moi, je le dis, Alassane, j'ai eu la chance, et ça, je le dis, j'ai eu la chance d'être né à une période où il y avait un président qui a mis en place un Sénégal fort. J'ai eu la chance de grandir au Sénégal. J'ai fait mes études maternelles ici, primaires, secondaires, universitaires. Et j'ai vu ce pays aller dégringoler. Parce que tout simplement, tout le monde a démissionné. Vous savez, avant il y avait l'excellence, chacun se battait pour quelque chose de mieux. Ce n'était pas lié à l'argent. Moi, je me rappelle, je prends cet exemple souvent, quand je venais de Gorée, que je passais devant le palais présidentiel, de l'autre côté, je n'avais pas cette sensation d'être exclue, mais il y avait un grand respect envers ce bâtiment qui symbolisait la République. Et je prends toujours cet exemple, ce policier que j'avais rencontré, j'avais à peine 8 ans, 10 ans à peu près, et le mouchoir que j'avais est tombé à terre. Ils avaient des gants, je me rappelle, ouverts comme ça, et il m'a regardé. D'un simple regard, j'ai pris ce mouchoir, je l'ai mis là où je devais le mettre. Il n'a pas ouvert la bouche. C'est ça, l'autorité. L'autorité, ce n'est pas de prendre un bâton, de taper. L'autorité, ce n'est pas de hurler. L'autorité, un simple geste suffit à asseoir l'autorité. Un pays a besoin du respect de ses institutions, du respect du père de famille, qu'il soit femme ou homme, du respect de toute personnalité. On ne peut pas, dans un pays, dire tout le monde est sur le même pied d'égalité. Ce n'est pas possible. Chacun suit son chemin, suit son destin. On aura quelqu'un qui sera artiste, l'autre qui sera scientifique, l'autre, je ne sais pas moi, économiste. Mais tout cet ensemble fait le pays. Toutes ces pensées, toutes ces forces, comme elle dit, les forces vives. Ces forces vives ont besoin d'avoir de l'espoir. L'espoir, c'est l'espoir qui porte un pays. Mais en ce moment, les leaders, les gens les respectaient parce qu'ils donnaient le bon exemple. Mais après, quand vous avez parlé de dégringolade, quand on regarde certains leaders dans ce pays aujourd'hui, ce n'est pas un exemple pour la jeunesse. Je veux revenir à une petite chose très rapidement, ce que Sokhna a dit, qui m'interpelle. Je pense que nous devons de construire des sociétés égalitaires et où l'égalité, c'est pas que l'égalité hommes et femmes, un enfant a des droits. Une vieille personne a des droits. Heureusement qu'on est dans des sociétés négro-africaines où on respecte la personne âgée presque naturellement. Donc l'idée d'égalité est très très importante dans la société. L'autre chose que je voudrais ajouter avant de te répondre, c'est, j'en ai parlé tout à l'heure, je parlais de mission. Mais en fait, la mission, c'est quoi? C'est une affaire de discipline. C'est une affaire de suivi. Donc cette démission de la discipline et du projet social ou du projet de société qui existait avec les premiers pères des indépendances, pas seulement au Sénégal, dans toute l'Afrique de l'Ouest. Quand on retourne à cette période-là, par exemple, on voit qu'il y a toujours eu des relents, des envies, des énergies de grands ensembles. Aujourd'hui, autant le Sénégal pourrait être vraiment cette vitrine, elle a été, continue à être, en tout cas sur le plan culturel, du moins,
on doit aussi commencer à penser à de grands ensembles. Qu'est-ce que ça voudrait dire de repenser à une Sénégambie, de repenser à un ensemble Mali-Sénégal, de repenser à même un peu plus grand que ça. Et dans une action, mais vraiment efficace. Parce que CEDEAO et moi et tout ça, je ne pense pas, je ne suis pas économe ou économiste, mais on voit très bien que ça ne fonctionne pas. On a toujours encore besoin de passeports et de visas pour circuler. Donc pour revenir, et je pense vraiment que le Sénégal est une autre Côte d'Ivoire, le Mali est un autre Niger, le Nigeria est un autre Cameroun si tu veux. Il est vraiment urgent pour nous de sortir des nationalismes et de penser plus largement. Je pense que je suis convaincue que ça peut être une voie pour nous de sortie. Parce que le monde aujourd'hui est en train de se réorganiser. Le monde s'est toujours réorganisé à plusieurs étapes. On a eu la révolution agraire, la révolution industrielle, ainsi de suite. On est dans une révolution technologique, numérique, où le monde est en train de se réorganiser de telle manière que si nous, on reste là campés à réfléchir que des questions, que ce soit raciales ou de genre, je ne dis pas qu'elles ne sont pas importantes, elles sont cruciales, cette réorganisation du monde pourrait vraiment nous passer par-dessus la tête. Donc et c'est là où je reviens à la faillite de nos politiques. Qu'un président comme Paul Biya, c'est de mon pays d'origine, reste au pouvoir pendant toutes ces années, c'est inacceptable. Ce que Alpha Condé est en train de faire là derrière est absolument inacceptable. Et je pense vraiment que au lieu de mettre les intellectuels au pilori, ce sont nos politiciens à qui on devrait demander des comptes. Et on n'en demande pas assez. Voilà. Le temps que nous avons parti est terminé. Je suis obligé d'arrêter cette belle émission avec deux grandes intellectuelles africaines, sénégalaises, qui sont venues nous dire ce qu'ils pensent de la marche du continent. Et je pense que les femmes doivent de plus en plus sortir, parler, échanger. Et cet échange aujourd'hui était très plaisant. Merci à Sokhna Benga d'être venu ici à l'Air du Temps. Merci à Koyo d'avoir été avec nous. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci. Au revoir. Sinking low.